et bienvenue au guide de Clarence Rocklin. Nous allons vous faire découvrir un autre entrepreneur que vous allez apprendre à connaître. Son nom est Benoît Jean. Il est propriétaire de Hidden Trail Farm. Bonjour Benoît, ça va bien? Bonjour, très bien, toi-même? Oui, ça va très bien. Merci beaucoup de prendre quelques instants pour parler au guide de Clarence Rocklin. Mon plaisir. Tu allons commencer par le début, Benoît. D'où viens-tu? Je suis né à Montréal, en fait. J'ai grandi sur la rive nord de Montréal, à Lorraine. Petite ville très tranquille. J'ai toujours été en banlieue, je dirais, ni en campagne ni en ville, mais j'étais un petit gars de banlieue. Ouais. OK. Et puis, est-ce que tu as demeuré toujours dans ce coin-là? Jusqu'à l'âge de 17 ans. Après ça, j'ai joint les rangs des Forces armées canadiennes. Puis après ça, j'ai déménagé d'un océan à l'autre, littéralement, environ une dizaine de fois en 12 ans. Wow! Quel type de garçon étais-tu quand tu étais jeune, Benoît? Bonne question. J'étais un petit garçon tranquille, en fait. Contrairement à bien des petits garçons, incluant les miens. J'étais relativement tranquille. Pas comme ma mère dirait, j'étais pas de trouble. J'étais plus du type à m'asseoir et à réfléchir pendant longtemps, à jouer avec des autos. C'était plus laborieux la façon que je jouais. Mais petit garçon normal. Rien de différent à part que je n'étais pas un monstre, pour dire. Ma sœur était un monstre. Moi, j'étais un petit gars plutôt tranquille, plutôt normal, en fait. Ouais. Et puis, que faisaient tes parents? Mon père, plombier, plus tard devenu mécanicien de machine fixe. Ma mère était mère à la maison. On a eu la chance d'être élevé par ma mère qui était avec nous jusqu'à temps que j'ai l'âge de, j'ai envie de dire 8 ans ou 9 ans à peu près. Fait que bon bout de temps. Puis après ça, ma mère est retournée travailler dans les cosmétiques, dans un centre d'achat, ouais. OK. Donc, Benoît est un petit gars tranquille jusqu'à son adolescence. J'étais. J'étais. Oui, j'étais un petit peu À un tranquille. moment donné, on évolue, tu sais. Oui, oui, oui. Et puis après, tu décides d'aller dans les forces armées. Pourquoi? Pendant que j'étais jeune, un jour, on faisait des cours de natation. Puis les cours étaient à un collège. Puis il y avait une des journées qu'il y avait une pratique de parade pour le jour du souvenir. Puis je me souviens avoir été, j'étais tout petit, j'avais été vraiment impressionné de voir les gens en uniforme. Puis mon père m'avait dit, ça, c'est des cadets. Ça, c'est des jeunes qui un peu plus vieux que toi, là, qui vont peut-être un jour aller dans l'armée, mais qui sont parrainés par l'armée. Puis j'avais été vraiment intrigué, puis je suis rentré dans les cadets de l'air. J'avais 12 ans. J'ai fait de l'âge de 12 ans jusqu'à l'âge de 17 ans avec les cadets de l'air. Après ça, j'ai fait un an d'Institut culinaire à Montréal, d'études pour devenir chef sommelier. Puis ça me manquait beaucoup. L'aviation, les forces armées me manquaient beaucoup. Puis tout d'un coup, j'ai eu l'idée, je dis, c'est ça que je veux faire. Donc j'ai joint les rangs des forces canadiennes à l'âge de 18 ans, puis 12 ans après. Mais justement, qu'est-ce que tu aimes des forces armées? Qu'est-ce qui t'attire là-dedans? Ça m'attire plus. Oui, OK, mais qu'est-ce qui t'attirait? Ça m'attirait, oui. Ce qui m'attirait, c'est beaucoup de choses. Puis entre autres, beaucoup l'inconnu. Je savais que les choses de base allaient être couvertes pour moi ou couvertes pour moi. Comme par exemple, j'allais être logé, nourri, payé, puis j'allais recevoir une éducation. Fait que je me suis dit, bon, j'ai rien à m'inquiéter dans ce cas-là. Fait que je dis, j'y vais. L'autre chose ici, c'est que je tenais beaucoup à être pilote quand j'étais plus jeune. J'avais des lunettes. J'étais pilote d'avion, mais j'avais des lunettes. Dans ce temps-là, avoir des lunettes, c'était terminé. Puis plus être pilote. Puis mon père m'avait convaincu. Il dit, écoute, si tu aimes les avions, entoure-toi d'avions au moins. Puis un jour, peut-être qu'il y a la porte en arrière. Bon, peut-être ça va changer. Il avait raison. Puis un moyen pour moi de m'entourer d'avions. Je suis quelqu'un que quand je veux quelque chose, c'est le plus tôt, le plus vite possible. Un moyen pour moi de m'entourer d'avions, puis de ce que j'aime le plus vite possible, c'était de signer sur la ligne, la ligne pointillée. Puis 3 mois après, j'étais à Saint-Jean-sur-Richelieu au cours de recrue. Puis, tu as fait ça pendant pas mal d'années. Qu'est-ce que tu faisais au juste? J'ai commencé par être mécanicien d'avion. Ça, c'était une formation d'environ 2 ans qui se passe en Ontario, à Borden. J'ai devenu mécanicien d'avion. Après ça, j'ai déménagé à Bagotville, au Saguenay. Puis pendant 7 ans, j'ai travaillé comme mécanicien de F-18, des avions de chasse F-18. Par après, j'ai bougé pas mal. J'ai déménagé à Trenton, en Ontario aussi, travaillé sur des avions cargo. Puis j'ai fait aussi
hélicoptères, les snowbirds un petit peu, mais ça faisait partie de l'entraînement. Entrelacé là-dedans, beaucoup de missions, beaucoup de voyages à l'étranger puis aux États-Unis. Vers la fin de ma carrière, environ 5 ans vers la fin de ma carrière, j'ai transféré de métier. C'est un petit peu une branche de mécanicien d'avion. Je suis devenu ingénieur de vol, mécanicien de bord. Ça, en fait, c'est un mécanicien qui vole avec les pilotes. Il y a plusieurs avions militaires qui ont besoin de 3 membres d'équipage ou même des fois 4 membres d'équipage pour voler. Alors, mon travail, c'était en gros de voler puis m'assurer que les systèmes de l'avion fonctionnaient bien en vol. Puis ce travail-là m'a amené à déménager dans l'Arctique, à Yellowknife, au territoire du Nord-Ouest. OK. On a resté pour presque 4 ans. Puis, tu décides de terminer cette carrière-là. Évidemment, il y avait une raison derrière ça. Plusieurs raisons. Carrière que j'ai adorée en passant, que j'ai que des bons souvenirs. Mais des fois, c'est le temps de tourner la page. Hein. OK. Puis là, je pense que c'était le temps. On avait des plans, moi et ma conjointe, de peut-être fonder une famille. On était encore jeunes et fous, mais des plans de peut-être fonder une famille. Alors, le problème fondamental en étant personnel navigant dans les Forces canadiennes, puisque j'étais mécanicien de bord, je volais, le problème fondamental, c'est qu'on déménage aux 3 ou 4 ans, toujours. Puis j'étais parti environ 180 jours par année. Fait que je me suis dit que c'était pas vraiment le style de vie que je voulais si j'étais pour avoir une famille. Puis, je commençais à être vraiment, vraiment intéressé par acheter peut-être une propriété avec un peu de terrain pour couper du bois, peut-être avoir des animaux. Puis ça commençait à me chicoter un petit peu. Puis ça, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire si j'avais été dans les forces, parce qu'à tous les 3 ou 4 ans, il faut vendre, il faut déménager. Fait que c'est pas possible. Donc là, à ce moment-là, quand tu décides de faire cette transition-là, tu es toujours à Yellowknife? Oui, toujours à Yellowknife. Quand on était à Yellowknife, je savais qu'il y avait une date finale à laquelle on déménageait d'une façon ou d'une autre. De Yellowknife, on a déménagé l'été 2013 jusqu'à Trenton, en Ontario. Puis à Trenton, en Ontario, je savais que ça allait être mon endroit final, mon atterrissage final, que j'allais préparer ma retraite des Forces canadiennes, si on veut. Puis après ça allait être proche pour déménager à Ottawa. Ottawa, c'est un endroit stratégique pour nous. Ma famille est dans la région de la Rive-Nord de Montréal. Puis la famille de ma conjointe, c'est d'Orléans. C'est parfait, c'est central, c'est proche, c'est pas loin. Puis on voulait rester en Ontario. On adore la communauté ontarienne, franco-ontarienne surtout. Alors c'est parfait pour ça. Donc, tu décides de descendre à Ottawa, mais tu te retrouves à Bourgiette. Oui, en fait, au début, on était à Rockland. OK. Au début, on était à Rockland, juste en haut de la montagne, à côté du ranch de Boldy, dans une petite subdivision qui était là. Puis c'était une propriété qui avait un acre et demi. Puis au début, on s'est dit, on va commencer mollo. On commence à lire pas mal de livres sur l'agriculture, puis évidemment, beaucoup d'échecs, beaucoup de monde qui exagère. Puis les terres, c'est cher. C'est excessivement cher, même. Fait qu'on a décidé, on a commencé tranquillement. Fait qu'on a commencé avec une petite propriété. On a eu un jardin. On a acheté 7 poules quand on était à cette propriété-là. Les poules qui se promenaient d'une propriété à l'autre parce qu'on n'avait pas de clôture. C'était génial. Puis déjà là, juste avec 7 poules, on a réalisé à quel point, que nous, on aimait ça, puis que ça captivait l'attention des gens. Puis comment que l'agriculture en général, viscérale comme ça, c'était quelque chose qui était vraiment inconnu. Vraiment inconnu. Les gens arrivaient à nous poser des questions. As-tu un coq? En as-tu besoin? Pourquoi? Comment 2 tas par jour? Quand ils vont commencer à pondre, on s'est rendu compte que c'était vraiment méconnu puis que c'était encore plus intéressant pour nous autres dans ce cas-là de développer l'agriculture, l'aspect agriculture. Mais il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, c'est que ta femme ni toi, vous connaissez l'agriculture. Tu sais, habituellement, un fermier apprend cette passion-là à leurs enfants. Les enfants ensuite perpétuent ça et ainsi de suite. Mais dans ton cas, tu n'as aucun... Il n'y a personne là, qui pouvait te montrer ça. Qu'est-ce qui t'a motivé? Qu'est-ce qui est si intéressant pour toi dans ce domaine-là? Je pense... Il y a il y a plusieurs choses, en fait. Okay. Je pourrais pas dire qu'il y a juste 2 choses, mais il y a plusieurs choses. On adore les animaux, les deux, mais de 2 vraiment différentes façons. Ma conjointe, elle aime les petits chiots, les petits cochons, les poussins, ces choses-là. Mais moi, j'aime les animaux pour la génétique, ce qu'on est capable de faire, le travail qu'un cheval est capable de faire, par exemple. J'aime ce qu'un animal peut faire
à une propriété, par exemple, les animaux qui ruminent, les porcs, les cochons qui sont capables de tourner le sol. Ça m'a toujours intéressé ce qu'un animal pouvait donner à une propriété ou à un fermier, d'autre que la viande ou des œufs, des choses comme ça, en réalité. Fait que c'est ça, puis le fait qu'on a commencé de rien, d'aucune connaissance. En fait, on n'était même pas capable de faire pousser du persil sur le bord de la fenêtre. on savait rien. On a vraiment appris d'un petit peu YouTube, un petit peu de bouche à oreille, mais surtout dans l'essayant. D'arrêter de regarder sur l'iPad comment faire, puis d'aller dehors, puis de le faire. Beaucoup d'erreurs, bien entendu, mais on s'est rendu compte que de ne pas avoir de background agriculture, on n'avait pas d'idées préconçues ou de façons de faire qui sont comme nos parents l'ont fait, par exemple. On a juste fait à notre façon, en fait. Puis on a appris comme ça, puis ça a fait un produit qui est relativement original aujourd'hui, mais qui fonctionne. Et donc, c'est là d'où origine ta ferme? Oui, oui. À partir de la propriété qu'on avait ici à Rockland, on a dit, on n'a aucune raison d'attendre plus longtemps, on achète une ferme. Alors, on a déménagé à Bourget, propriété que ça a été long à trouver parce que trouver une ferme, on a beaucoup de critères. On veut ci, on veut ça. Il ne faut pas que ce soit trop cher, il faut que ce soit profitable, il faut qu'on puisse vivre dans la maison, il ne faut pas que ce soit complètement démoli. Ça a pris presque 2 ans à trouver la propriété. Non, pas 2 ans, mais ça a pris 1 an certainement à trouver la propriété. Puis finalement, on a déménagé à Bourget. C'est juste sur la frontière Bourget-Hammond en réalité. La frontière sud de notre propriété, c'est la Forêt-Larose. Donc, on développe la ferme, mais Hidden Trail Farm, c'est quoi au juste? Qu'est-ce que ça offre à la population? Hidden Trail Farm, ça l'offre un petit peu l'histoire que je suis en train de raconter. Ça l'offre un gars et une fille qui sont un couple, qu'on a des jeunes enfants maintenant, qui n'ont pas un clou. On n'a aucune idée de ce qu'on fait, mais qu'on est devenu un petit peu des experts à notre façon, dans l'agriculture, dans notre type d'agriculture. Ce qu'on fait, c'est qu'on produit la nourriture, en fait. On produit de la nourriture et une opportunité pour les gens, de venir voir et d'être en contact avec ce qu'ils vont consommer, d'être capable de voir comment on traite les animaux et comment on les élève. Ce qu'on veut, en fait, c'est les gens ont leur coiffeuse, les gens ont leurs mécaniciens, les gens ont leurs professionnels dans leur vie. On veut être le fermier des gens. En réalité. On veut que les gens, s'ils veulent quelque chose en particulier, s'ils veulent des conseils, même avoir un jardin, peut-être même avoir des poules, les gens peuvent venir nous voir. Ils achètent déjà nos produits, ils peuvent nous demander des conseils, on va les aider. Puis on fait déjà beaucoup ça dans notre communauté, puis c'est ça qu'on aime le plus, parce qu'on ne fait pas juste produire des œufs, de la viande, c'est une symbiose qu'on a avec les gens autour de nous, puis c'est ça qui est vraiment intéressant, qui fait qu'on est différent. Ce qui fait qu'on est différent aussi, c'est qu'à partir de maintenant, puis c'est quelque chose qui n'est pas vraiment vu dans l'industrie, c'est que tous nos produits, en plus de pouvoir venir sur la ferme pour les procurer, on livre à la porte. Fait que plus aucune raison pour les gens de dire qu'ils n'ont pas le temps ou quoi que ce soit. Allez sur notre site Internet, choisissez ce qui est disponible ou ce qui a été produit dans la saison, puis ça va être livré à la porte. Donc ça, c'est un concept qui est nouveau. Donc là, si je comprends bien, là, Hidden Trails Farm, c'est la ferme, tout ce que tu as à ta ferme, que tu apportes chez moi, mettons. Oui. Oui. Fait que chaque année, ça va changer. On pratique un style d'agriculture qui est biologique. On n'est pas certifié, on ne sera probablement pas non plus, mais toutes les pratiques sont biologiques et au-delà de biologique. On produit des produits qu'on peut seulement faire en saison. On ne va pas avoir rien d'artificiel, pas d'aquaculture, pas d'addition de fertilisants, des choses comme ça. Quand il y a du gazon, les poules peuvent le manger, les cochons peuvent le manger, on en élève. S'il n'y en a pas, ben on n'en a pas. C'est aussi simple que ça. C'est un style qui est beaucoup ancien, qui est beaucoup comme c'était il y a 100 ans passés, puis qui commence à revenir tranquillement pas vite. Le monde aime beaucoup manger saisonnier de plus en plus. C'est ça qu'on essaie d'offrir. De revenir un peu quand on était cueilleur. Oui, cueilleur. Dans ce temps-là. Oui, non, absolument. Puis, dans le temps des fèves, quand tous les haricots ils sont en train de pousser dans les plants, bien, on mange des fèves. Puis le lendemain, on mange des fèves encore. Puis là, on mange des fèves encore. S'il y en a en masse, c'est ça qu'on va manger. Exactement, exactement. Ouais. Bien, crois-le ou crois-le pas, Benoît, c'est déjà terminé. Ça a déjà pris 15 minutes. Ah wow, passé très vite. Ça passe super vite. Je veux te remercier d'avoir pris quelques minutes pour nous parler ici au Guide de Clarence Rockland. Et pour vous à la maison, si vous avez besoin de poules, d'œufs, de légumes, tout ce qui se mange,
qu'on peut faire à la ferme, je vous invite à au moins consulter Hidden Trail Farms.